Bienvenue dans Légistream, l'émission sur Twitch de la chaîne parlementaire. On va discuter tous ensemble et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Sébastien Pétavy. Bonjour. 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 Alors, je vais d'abord présenter mes petits camarades et je reviens vers vous tout de suite. Donc, on a évidemment Fanny Veil. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour. Et Hugo Perchoir, Hugo Bonjour. Couturier, Hugo Toucourt, Hugo Hugo, Super. non, Hugo Perchoir, pour citer Elsa, qui m'a appelé comme ça hier en pleine Hugo émission. Perchoir, c'est comme Hugo, ça. Hugo. Elle a dit Hugo à l'antenne, donc Bon, voilà. ça arrive de fourcher. On lui pardonne Que évidemment. j'ai eu le plaisir d'électrocuter. C'est vrai, j'ai un bon souvenir, ça, un très bon souvenir, effectivement. Voilà. Alors, comme promis, je vous présente quand même. Vous êtes député écologiste de la 4e circonscription de Dordogne. Vous êtes Alors, secrétaire. Génération. Génération, Dans le groupe bien du sûr. Groupe ES. Du Avec, groupe, voilà. Donc vous êtes issu du mouvement Génération et donc vous avez été Vous allez happé. lui casser son lancement. Voilà, là. exactement, happé par le groupe parlementaire écologiste et social, hein, c'est ça. Donc de Dordogne, vous êtes secrétaire de l'Assemblée nationale, jusque-là je ne me trompe pas. Bon. Et membre de la commission des affaires sociales. Intéressant, on y reviendra tout à l'heure. Alors bienvenue chez nous, enfin j'ai envie de dire bienvenue chez vous, parce qu'ici à l'Assemblée c'est un petit peu chez vous. La maison du peuple. Exactement. Mais c'est la première fois que je viens au moins. Hein. Alors, j'allais y venir. Est-ce que c'est facile de déambuler dans la maison du peuple, dans l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon? Comment vous faites là? C'est simple ou pas pour vous, en fauteuil, de vous déplacer, de venir chez nous, là, dans ce studio, d'aller dans l'hémicycle? Racontez-nous un peu votre expérience de l'Assemblée. C'était assez compliqué au départ parce qu'il y avait des rampes, on va dire, assez raides, notamment pour entrer la commission des affaires sociales pour aller du côté des 4 colonnes. Ok. Et donc, il y avait un espace entre le bout de la rampe et le mur où il y avait peut-être 30-40 cm. Donc, si on loupait son freinage... J'imaginais, la première fois que je l'ai pris, finir comme dans les dessins animés, les Tex Avery, avec un trou dans le mur. C'est et pas puis, ouf. ouais. Oui. Bon, Pas très adapté. non. Donc là, ils ont mis un virage et donc ça adoucit un petit peu la pente. Mais quand il faut monter, c'est quand même un peu raide. Donc je fais un petit peu mon sport pour pouvoir y aller. Ok. Et Pour un j'ai eu rugbyman, ça va. Oui. Mais vu la sédentarité, le temps que l'on passe enfermé, soit Ouais, on en travaille casse moins. ou en hémicycle, c'est bien de pouvoir bouger un peu. Et j'ai eu la chance de croiser le personnel de la Poste, qui eux sont souvent avec les chariots. C'est vrai qu'il y a une poste à l'Assemblée, il Bien faut sûr, le rappeler. bien sûr, pour faut les gens qui l'expliquer, l'ont ouais. vu. Il y a une poste à l'Assemblée, et donc eux, quand ils distribuent les courriers et les colis, donc ont des chariots, et m'ont expliqué que si on passait par le -3, le parking, on avait accès à tous les ascenseurs du palais. Ok. Ce qui me permet, sans passer par je ne sais combien de salles, parfois de monte-charge, parce qu'il y a des endroits en fait où il y a des monte-charges, et il y a notamment juste à côté de la commission des affaires sociales, il y a un escalier qui se transforme en rampe. Alors c'est génial, c'est magnifique, mais ça met 10 minutes avant de se transformer en rampe, de pouvoir monter. J'ai le temps de faire la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, bien sûr. Ouais, et puis Ok. d'arriver en haut. Et après, il faut le retransformer en rampe pour pas que les gens qui passent tombent. Ok. Sinon, on pourrait avoir davantage de Un deuxième député en fauteuil roulant. bien On sûr. pourrait monter une équipe de rugby fauteuil peut-être. Oui, c'est ça. Ah. Mais voilà, donc ça me permet en passant par le -3 d'avoir accès aux 3 coins de l'Assemblée. C'est Donc, vrai qu'on rappelle que le handicap et les députés et même les ministres, il y en a relativement peu. Je crois qu'il y a eu un ministre en fauteuil roulant dans les années 80, il me semble, j'ai oublié son nom, mais qui était en fauteuil. Mais sinon, c'est vrai qu'en fauteuil roulant, il faut remonter à je suis le premier Mathusalem. de la 5e République. C'est ça, Ouais. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Emmanuel Macron avait lancé dès 2024, tous les fauteuils roulants seront 23. intégralement dès 2000. Non, il avait dit en Avril 2023, ouais. dès 2024, tous les fauteuils roulants seront intégralement remboursés. Il reste un mois. On en est où là? Expliquez-nous un Eh petit ben, peu. on en est. Je sors tout juste là d'audition donc pour ma proposition de loi sur le remboursement donc des fauteuils. Ça n'avançait pas du tout cette histoire, donc vous avez été obligé de reprendre un peu le dossier en main. C'est pas tellement que ça avançait pas, ça avançait mais pas par le bon chemin. Donc ça a été annoncé. Alors au moment de l'annonce, la CNCPH avait 2 ans, 3 ans de travaux qui n'avançaient pas. Et beaucoup de personnes d'associations de personnes en situation de handicap qui y participaient en fait ne voyaient pas où ça allait, donc avaient décidé de boycotter donc le CNH. Emmanuel Macron, on a une petite idée de quand les choses ne se passent pas comme il veut. On a pu voir en juin qu'il pouvait réagir un petit peu par coup de tête comme ça. Et donc là, il a annoncé, à la grande surprise de tout le monde, le remboursement intégral des fauteuils. Mais aucun service n'était au courant. Comme bien Donc, souvent. Pratique. Voilà.
Donc, quand je l'ai rencontré juste après son annonce, je lui ai dit, bon là, vous venez de vous embarquer quand même sur quelque chose qui est très attendu, et personne n'attendait en fait qu'il puisse y avoir cette annonce-là. Donc il me dit, bon, je tiens toujours parole, blablabla. Et donc il me demande quel est le prix, le montant donc, de mon fauteuil et de la personne qui était à côté de moi. Et donc quand je lui dis que le mien coûte 8 500 € et que la personne qui était à côté de moi, son fauteuil électrique était autour de 20 000 et quelques euros, et donc là il dit, ah, il a fait l'annonce sans savoir les prix. Il était là, ah, c'est si cher. Et donc là, j'ai compris qu'il venait de faire une annonce sans avoir une idée de ce que ça coûtait et de ce que ça allait impliquer. Oh merde. En commission des affaires sociales, on avait reçu la sécurité sociale et donc j'en avais profité pour interpeller le directeur. Je lui avais dit, bon, ce serait bien que l'on se rencontre pour voir un petit peu comment vous allez avancer sur le remboursement intégral des fauteuils. Et là, il m'avait dit, oui, enfin intégral, ce sera peut-être pas tous les fauteuils non plus, on va voir. Et donc là, j'avais compris qu'il allait y avoir un petit souci. Des fabricants et des associations m'ont interpellé courant été, puisqu'il y avait eu une première proposition de nomenclature. Et donc là, alors bon, actuellement, enfin mon fauteuil, la base de remboursement de la sécurité sociale est de 580 € sur un fauteuil qui coûte 8 500. Donc si vous avez une bonne mutuelle, ce qui est le cas, mais que je paye cher, donc la mutuelle me donne en gros 2 000 €. Donc on arrive à en gros 2 600 €. Et il reste le reste. Donc vous allez faire une demande au niveau de la MDPH, donc avec le plan de compensation, la PCH, donc vous pouvez avoir un montant jusqu'à 5 000 €. Et le reste, vous vous débrouillez. Donc vous faites des cagnottes, vous utilisez vos propres fonds, mais pour une personne qui a une allocation adulte handicapé, ne peut pas le faire. Donc il y a beaucoup de personnes qui renoncent à un fauteuil adapté à leurs besoins, et donc voilà tout l'enjeu. Donc là, la proposition qui était faite, c'était de passer de 580 à 2 600, ce qui est conséquent, mais en introduisant un prix limite de vente. C'est ça. Qui est du même montant que la base de remboursement. Il faut que les fabricants jouent le jeu. Donc ça veut dire que tout fauteuil qui ferait 1 centime de plus que les 2 600 aurait 0 € de remboursement. Donc vous devez acheter un fauteuil qui rentre dans les 2 600. Et ça fait que tous les fauteuils spécifiques ne peuvent pas y rentrer. Et donc ça a été une première alerte auprès de Madame Berger, donc il y a 1 an, quand on a eu les premières rencontres pour préparer le PLFSS donc, de l'année dernière. Donc là, la ministre a découvert qu'on était très loin de l'annonce du président et que les services de la DSS ne prenaient pas du tout la bonne direction. Donc là, on a travaillé ensemble, et en décembre, donc, ils ont fait une nouvelle proposition. Et donc, il pouvait y avoir donc, un autre montant pour des fauteuils spécifiques, mais avec un truc assez opaque. Donc, j'avais fait une question au gouvernement en janvier à Madame Vautrin. Donc, à l'époque, ministre de la Santé. Voilà, à l'époque, ministre de la Santé. Et pas que. Et pas que. Elle avait pas que. Elle avait aussi la santé. Et je l'avais invité donc, à venir visiter une entreprise, donc Invacare, à Tours, pour prendre la mesure, parce qu'en fait, il y a des fauteuils qui sont faits en grand nombre et qui rentrent dans les 580 €, et des fauteuils qui sont faits sur mesure, comme le mien, et qui là, reviennent beaucoup plus cher, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui va prendre les tubes, qui va les tordre et les couper à hauteur donc, de la personne, qui vous convient, mais au en fait, millimètre près. Et c'est vrai que d'avoir un fauteuil qui est adapté au millimètre près évite des accidents, emmène un confort, évite d'avoir des problèmes d'escar et des hospitalisations derrière. En fait, il y a tout plein de frais qui peuvent arriver derrière si on n'a pas une bonne adaptation et qui nous empêchent d'avoir une vie, on va dire... un accès à un boulot, des loisirs et puis une citoyenneté tout simplement, et qui a un coût en fait, et psychologique et financier. Vous avez l'impression qu'on a avancé sur la question du handicap depuis les Jeux paralympiques, parce qu'on a énormément parlé... C'est terminé qu'en septembre là. Oui, certes, mais il y a eu une sorte d'engouement. Ramenez-moi au Stade de France. C'était bien. C'était bien. C'était merveilleux. On s'y est croisés au Stade de France pendant la finale de Dimitri Pavadé. Pavadé, qui a malheureusement terminé 4e, mais voilà. Bref, oui, on est fan de parasport. Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il y a, je sais pas, on a tellement parlé, tout le monde dans les médias a dit c'est fantastique parce que les personnes en situation de handicap ne sont plus invisibilisées, ça va normaliser la chose, je reprends le terme. Non, mais c'était le cas et c'était extraordinaire parce que sur cette période-là, on pouvait voir des personnes en fauteuil ou de tout type de handicap dans la rue. Oui. Mais quand on voit juste la cérémonie d'ouverture, pour pouvoir descendre. Alors déjà, il y avait un choix. La para ou laquelle? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Enfin, c'était extraordinaire parce que ça s'appelait Paradoxe. Et donc, les personnes qui étaient valides, qui pouvaient marcher, donc étaient sur des péniches et n'avaient pas à marcher. Oui. Mais les personnes qui étaient en fauteuil, qui étaient entravées, donc se retrouvaient à devoir déambuler dans un endroit sur des pavés. Et puis un fauteuil sur les pavés. Ça n'avait pas été goudronné de mémoire. C'est là que j'en arrive. Ah oui. C'est-à-dire que sur les pavés, normalement,
parce qu'à Concorde, c'est que des pavés. Et oui, bien sûr. Et donc, ils avaient mis du goudron donc, pour pouvoir permettre de rouler dessus. Et donc là, on se dit extraordinaire. Mais goudron qui a été enlevé 15 jours après, parce que c'est pas beau. C'est les architectes de France qui... C'est pas beau. Et que, non mais à l'origine, c'était, enfin traditionnellement, c'était des pavés, donc on laisse des pavés. Donc pavés inaccessibles pour les fauteuils, donc on rend et on a payé je ne sais combien donc le bitume, que l'on a pu enlever après. Et donc maintenant, depuis, c'est bon, Paris est redevenu inaccessible. Ouais, c'est ça. Et donc on voit un peu moins de personnes qui se baladent. C'était justement une des promesses après les JO de rendre le métro 100% accessible. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 9 stations sur 10 qui le sont pas. C'est Valérie Pécresse qui a annoncé qu'elle voulait, je crois, 30 milliards d'euros pour... Il faut 10 milliards. 10 milliards, pardon, oui. C'était, bref. Mais effectivement, ça coûte cher, quoi. Et c'est un peu comme on a... En fait, on n'a pas pensé aux personnes en situation de handicap quand on a fait tout ça, en fait. Non. Et quid de la loi 2005 ? On va fêter, si je puis dire, les 20 ans l'année prochaine. Est-ce qu'il y a, par exemple, une loi d'évaluation 20 ans après qui pourrait être prévue C'est prévu. Enfin, j'en suis rapporteur. Ça a été décidé il y a... on a voté ça, je crois, en commission des affaires sociales il y a 15 jours, quelque chose comme ça. Et je suis avec Christine Lenabour, donc on est tous les deux co-rapporteurs. Et donc, on va débuter dès que le PLFSS est terminé. Donc, on se donne jusqu'à juillet pour pouvoir évaluer donc, la loi 2005, alors qui est très très large parce que ça concerne et les questions d'accessibilité, les questions d'école, de travail, la création des MDPH. Donc c'est vraiment quelque chose de très très large. L'idée est d'aller sur les territoires, parce qu'on voit qu'il y a des départements et des MDPH qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien, donc de voir à quel endroit ça fonctionne. Et puis moi, j'ai une grande question de comment ça se passe dans les départements ultramarins. Et donc voilà, enfin, on parle beaucoup de Mayotte sur d'autres sujets, mais je suis très curieux de savoir comment un enfant en situation de handicap peut aller à l'école à Mayotte, peut avoir un fauteuil roulant, peut avoir accès à beaucoup de choses. Je prends juste une remarque là, du chat. La sous-représentation des personnes handicapées dans la politique est à l'image de la société. Les handicapés sont encore sous le rideau de la société, chômage bien plus élevé, précarité plus importante, isolé du reste de la société dans les établissements médico-sociaux, les ZAT, etc. Le validisme a encore de beaux jours devant lui. Vous adhérez à ce commentaire du chat ? Et rappelez ce que c'est le validisme. Oui, enfin, c'est effectivement... sur la question de la représentation, on a un grand sujet. Pourquoi il y a si peu d'élus ? Et c'est une très très grande question. Bah oui. Alors on pourrait se demander, est-ce qu'il y a dans le choix des électeurs une plus grande difficulté de voter pour quelqu'un qui aurait un handicap, dont on pourrait supposer qu'elle aurait moins de compétences. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. On voit que quand il y a des candidats, en fait, ils peuvent être élus. Après, la grande question est pourquoi il y a si peu de candidats ? Et on voit bien que dans le financement des candidatures, notamment, on a des plafonds. Mais si on doit avoir une personne qui a besoin d'une aide humaine, qui va le payer ? Qui va payer l'aide humaine, donc, pour pouvoir faire la campagne, par exemple ? Est-ce que ça rentre dans le plafond, donc, d'une... Des comptes de campagne, des comptes de campagne, par exemple. Un parti politique, s'il doit payer en plus une aide humaine, est-ce qu'il va faire le choix de prendre quelqu'un qui est en situation de handicap ou pas ? Et donc, on se retrouve avec ces questions-là. Mais même quand on est élu, là, j'ai reçu en audition Odile Morin, qui est élue à Toulouse et qui est dans l'opposition à Toulouse. Elle se retrouve avec des besoins d'aide humaine. Mais en fait, ce n'est pas financé par le conseil municipal. Donc, elle doit le prendre sur ses finances à elle, et avec donc toutes les limites qu'il y a là-dedans. Donc, quand on est dans l'opposition, on peut ne pas en bénéficier. Et donc, on a un vrai sujet aujourd'hui. Alors, quand on est député, c'est très bien. En fait, on a un budget collaborateur de 50% donc en plus, ce qui nous permet de pouvoir embaucher quelqu'un pour ça. Mais pour tous les autres mandats, en fait, ce n'est pas le cas. Et donc, ça vient limiter assurément déjà le fait d'être candidat et puis après de toutes les aides qu'il peut y avoir. Et après, je crois qu'il y a un message, j'espère, là, alors on n'a pas pu le vérifier avec une dissolution qui arrivait assez vite, mais je pense que pour les prochaines élections législatives, j'espère qu'il y aura plein d'autres personnes en situation de handicap. En tout cas, vous en êtes On a 3-4 députés en situation de handicap actuellement. Il y a vous, José Borin pour le RN qui est aveugle, Boris Vallaud qui est atteint d'une hypernésie ou hypertrophie, je ne sais plus, de la main. Il y avait Henri Emmanuelli il y a quelques années. Je voudrais que tu reviennes un peu sur le duo day et sur le principe des duo days. Alors le duo day, c'est demain. Ça a été mis en place il y a quelques années. C'est justement une personne en situation de handicap qui suit toute une journée un salarié. Alors en politique, il suit le président, le Premier ministre. Enfin, chaque ministre a son assistant. Est-ce que vous allez le faire ou pas du coup le duo day Pourquoi ? Je trouve que c'est un folklore.
Enfin, il y a quelque chose d'assez terrible là-dedans, dans l'idée de, excusez-moi de la formule, mais je promène mon handicapé ou j'ai pris un handicapé pour la journée. Je trouve que c'est quelque chose qui... Enfin voilà, moi j'ai pris des stagiaires mais vous, en situation de handicap. alors c'est certainement... Pendant une semaine, pendant un mois, voilà. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus sérieux et correct de prendre quelqu'un pendant... enfin, soit d'embaucher quelqu'un, soit pour un une stage. vraie expérience. Mais là, de prendre quelqu'un pour une journée, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans. Pour se donner bonne conscience. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça permet pour certaines personnes de se dire « Ah ben tiens, ça peut ». Mais on voit bien que quand la personne n'est pas préparée... Mais entre ça et rien, c'est pas mieux? Alors, mais en fait, ça sert à quoi? Parce que est-ce que le fait d'avoir des duo days, notamment à l'Assemblée, est-ce que ça a permis d'embaucher des personnes en situation de handicap dans le personnel de l'Assemblée? J'ai pas l'impression. Est-ce que ça a permis à des députés d'embaucher des collaborateurs en situation de handicap? J'ai pas l'impression. Donc la grande question, en fait, est-ce que c'est de se dire j'ai joué le jeu et puis c'est bien et c'est une bonne chose, ou est-ce que vraiment ça a un sens? Là aujourd'hui, enfin, ne serait-ce que de visibiliser, de rendre visible les personnes en situation de handicap. Vous parliez des Paralympiques avec la question du regard. Il faut changer le regard. Et je crois que tout ça est une grande plaisanterie. Enfin, la question du regard, on s'en fout du regard. Je trouve que la question du regard, enfin, autant il y a 20 ans, quand les personnes croisaient très peu de personnes en situation de handicap, enfin, moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et de gamins notamment, qui me regardaient, qui pointaient du doigt avec « j'ai jamais vu, qu'est-ce que c'est ?» Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et on voit que les choses ont vraiment changé. Dans l'idée que l'on peut avoir de est-ce que quelqu'un qui est en situation de handicap peut être performant, je pense que ça dépend des handicaps. Et on voit que pour le coup, un handicap moteur, les choses passent assez bien. Chez quelqu'un qui est malvoyant, on voit que là, le taux de chômage est beaucoup plus important. Et donc, on voit que là, il y a beaucoup plus de choses qui sont compliquées. Et dès qu'on a un handicap mental ou psychique, alors là, c'est vraiment très difficile. Et donc, je pense qu'il y a des choses peut-être à bouger selon les types de handicap. Mais sur cette question du regard, je crois que la question n'est pas là. Est-ce qu'il y a suffisamment d'aide aujourd'hui pour aménager un poste? Est-ce qu'il y a suffisamment de contraintes pour ceux qui ne jouent pas le jeu? Donc, je crois que c'est surtout de ce côté-là. Et puis, on parlait de la loi 2005. À un moment, ce serait bien qu'on arrive avec des sanctions, peut-être, quand les choses ne sont pas faites pour qu'on y arrive. Justement, sur les sanctions, il y a un tiers, je crois, des entreprises de plus de 20 salariés qui sont donc censées employer un certain nombre de personnes en situation de handicap qui ne respectent pas ces règles. Donc, d'après vous, ça veut dire qu'il faut les sanctionner plus, ou alors il faut les éduquer mieux, ou les deux? Enfin, comment on fait? Après, je crois qu'il y a cette question de comment on accompagne aussi pour pouvoir le faire. Après, sur toutes les aides aujourd'hui, on voit toutes les contraintes. Quand il faut que la personne soit embauchée au moins tant de temps, il faut que la personne soit embauchée un temps minimum aussi, enfin, avec un contrat minimum. Il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui qui ne permettent pas à certaines personnes de pouvoir s'y inscrire. Et les contraintes, quand il faut travailler au moins un mi-temps pour pouvoir bénéficier d'une aide, en fait, il y a des personnes pour qui plus d'un mi-temps en fait, est une contrainte. Et donc, il y a beaucoup de choses que l'on doit peut-être voir différemment, et ça pose la question de notre rapport à la performance. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une place? Qu'est-ce que c'est qu'être performant? On l'a vu à travers le sport, on peut aborder la question du handicap quand on la regarde du côté de la performance, mais toutes les autres personnes qui ne rentreraient pas là-dedans, est-ce qu'elles ont une place dans la société? Est-ce que la question de l'utilité et de la place dans la société doit se passer du côté de la performance? Et je crois que là, pour le coup, on est loin du compte, mais ça n'a strictement rien à voir avec le handicap. Ou peut-être que le handicap, c'est un petit peu la tragédie grecque qui vient montrer dans notre société de la performance ce qu'il en est quand ça n'y entre pas. J'ai encore une autre question du chat. Comment peut-on financer la mise en norme à l'accessibilité? Transport, accueil du public, etc. Comment on finance tout ça? Ça, c'est une grande question. Alors, pour le coup, si on récupérait tout l'argent nécessaire, on pourrait en utiliser une petite partie. Parce qu'aujourd'hui, il y a un plan d'accessibilité qui n'est absolument pas utilisé. Je crois qu'il n'y a que 30% qui a été utilisé de ce plan. Donc, en fait, tout le monde ne sait pas aujourd'hui. Et puis, on est arrivé avec beaucoup de dérogations. Quand il y a une partie d'un bâtiment que l'on ne peut pas rendre accessible, on fait une dérogation sèche. On n'essaie même pas de rendre ce que l'on peut faire d'accessible. Et donc là, je pense que dans la question de la loi, aujourd'hui, on a un gros souci. Et je pense qu'il y a une grande question auprès des préfets qui donnent des dérogations. Et se pose la question, vous parliez de la question des architectes de France, mais qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Est-ce que c'est de maintenir intact un patrimoine ou de rendre un patrimoine accessible à tout le monde? Et tant que l'on ne va pas trancher sur cette question-là, et je pense que de faire des musées inaccessibles, des villes inaccessibles pour les personnes en situation de handicap, et je sais de quoi je parle,
en venant de Dordogne, de Sarlat, avec des pavés partout. La grande question est comment on le rend accessible. Est-ce que tout peut être rendu accessible? Non. Mais est-ce qu'on doit faire le travail là-dedans? Oui. Et j'ai souvenir qu'au moment de votre élection, vous avez été absent plusieurs mois de l'Assemblée nationale pour raison médicale. Et quand vous êtes revenu, il y avait France 3 de mémoire qui vous avait suivi. Et quand vous avez vu ce que l'Assemblée vous avait fait dans l'hémicycle, vous vous dites « Ah, mais moi, je pensais que vous alliez mettre une petite table, etc. » Justement, cet équilibre entre faire beaucoup d'efforts et... Je ne sais pas comment expliquer la question, mais sur ce sentiment de « Oh, mais vous dérangez pas, mettez-moi une petite table et ça ira, etc. » Est-ce que vous dites aussi aux personnes en situation de handicap « Mais battez-vous aussi pour avoir quelque chose d'acceptable et pas juste une petite table ou un bureau ?» Ça pose une question de quoi on a besoin pour pouvoir exercer ce mandat, là en l'occurrence. D'avoir l'installation, on va dire, qui est toute refaite, ou d'avoir une table à côté, ça ne m'empêchait pas, moi, si j'avais accès à un micro, de pouvoir prendre la parole et d'exercer mon mandat. Donc là, on a une question qui est importante. Donc pour moi, si on arrivait à le compenser sans transformer, c'était quelque chose qui était acceptable. Maintenant, de mettre les moyens pour ça, et de se dire que j'ai ma place au même titre que tous les autres, alors je ne peux pas monter dans l'hémicycle, mais ils ont transformé l'hémicycle pour ça, ça vient envoyer un message de « on y a toute sa place », qui est très important. Et on voit que ces questions-là, ça pose la question du beau aussi. Sauf qu'il y a une ou deux places, quoi. Faudrait pas il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Donc il ne faudrait pas deux députés en fauteuil. Ah mais bien sûr, il y en a qu'une. Mais après, ça pose la question du beau. Quand on regarde toutes les installations accessibles, vous regardez les chambres d'hôtel, c'est aseptisé comme une chambre d'hôpital. Donc c'est très pratique, très utile, mais c'est souvent très moche. Et on n'arrive pas à avoir quelque chose qui est accessible et qui est beau. Et je pense que le jour où on va avoir les deux, on aura gagné la question de l'inclusion. Mais c'est une grande question, mais comment on forme ? Comment on embarque les écoles d'architecture et de pas juste respecter des réglementations, des cahiers des charges, mais comment on arrive à imaginer comment on peut installer une rampe et que ce soit beau, et pas juste une verrue rajoutée sur un bâtiment qui est existant. Et je crois que cette question-là, c'est un véritable enjeu, mais que l'on peut faire sur plein de choses. Quand on regarde la question du handicap sur des bâtiments, des salles de spectacle, alors on imagine que la personne en situation de handicap, pour aller se distraire et sortir de chez elle, va pouvoir être spectatrice, mais rien n'est prévu pour qu'elle soit à la régie, pour qu'elle puisse monter sur scène, pour qu'elle puisse accéder. Rien n'est prévu. Et vous regardez, même dans ce qui est construit aujourd'hui, ce n'est souvent pas pensé. Donc on n'imagine pas que quelqu'un en situation de handicap puisse être acteur, puisse être un technicien. Ouais. Et en fait, ça vient aussi dans l'intersectionnalité des luttes. Pareil sûr. pour les femmes. Les femmes peuvent avoir des règles, bon, c'est pas grave. Enfin, c'est un peu ça, elles prennent en Doliprane, c'est la même chose en fait. Bien sûr. Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et on resterait bien beaucoup plus longtemps avec vous, mais voilà, le temps nous est contraint. L'abrogation des retraites vient d'être votée, là, en commission des affaires sociales. Tiens, c'est marrant, vous êtes membre, hein, je le disais, de la commission des... Je crois même qu'il a voté pour. Des affaires sociales. Alors justement, on va lui demander. On va parler de lui à la troisième personne, comme s'il ne nous entendait pas. Non, monsieur Pétavy, qu'est-ce que vous avez voté et pourquoi? Pourquoi? Je crois que c'est assez simple. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui attendaient, enfin on l'a vu... Et pendant la réforme, hein, c'était quoi, février, oui, c'est ça. Février, mars, enfin ça mars 2023, plusieurs mois, oui, bien sûr, avec des fortes mobilisations. On a vu comment, et démocratiquement, il y a eu un sujet. Oui, bien sûr, parce que ça a été voté par 49-3. Dont le temps a été restreint, on voit toutes ces questions-là. On voit que toutes les fois que l'on a essayé, et notamment Lyotte dans sa niche avait essayé de mettre le texte, donc ça avait été... Et pourquoi vous n'avez pas voté avec le RN alors ? Pourquoi vous n'avez pas voté l'abrogation avec le RN? Parce qu'elle était vide. Je sais pas. En fait, le texte... Avant qu'elle soit vidée. C'est que la grande question est comment on le finance. Et il se trouve que le RN, bon, à part compter sur vous, mesdames, et sur la question de la natalité et s'occuper de vos utérus, il n'y avait pas une idée de comment on le finance. Donc ça pose une grande question. Nous, on a une idée de comment on peut le financer. Donc voilà pourquoi on l'a voté là. Enfin, ça va être un débat dans l'hémicycle qui va pouvoir être voté, donc ça va être un signal très fort. Et comment vous le financeriez, juste vous, pardon, parce que dans le contexte actuel budgétaire, on peut vous dire aussi que c'est suicidaire de vouloir revenir sur ce genre de réforme. En fait, quand on regarde, je crois qu'on est arrivé sur PLFSS à dégager une 20aine de milliards dans toutes les propositions. Donc en fait, ça existe. Il y a des possibilités, ce sont des choix. Après, la grande question, et on a eu ce débat-là je ne sais combien de fois, mais est-ce qu'on va s'appuyer encore une fois, mais tel que le budget de la sécurité sociale
qui ne sera pas mis au vote, encore une fois, là, le propose. Est-ce qu'on s'en prend à ceux qui sont les plus vulnérables, les retraités, les malades, ceux qui sont en ALD? Est-ce qu'on vient les cogner, eux, pour faire des économies, ou est-ce qu'on vient chercher... quand on voit qu'on a 80 milliards de niches fiscales, on a beaucoup de choses où on peut dégager de l'argent de ce côté-là. Il faut trouver un bon équilibre pour pas que ça ait un impact négatif sur les entreprises et le travail, mais on a des solutions, oui. Il y a une question intéressante, enfin, elles sont toutes intéressantes. Bien sûr. Vous posez tout le temps des questions intéressantes. Non, il y a Mada Business qui vous demande, ne faudrait-il pas que l'enseignement de la LSF, donc la langue des signes française, soit obligatoire dans l'enseignement public? Pour moi, employé, la formation à la LSF sont payantes. Sans CPF et en étant en emploi, impossible de m'absenter 2 à 3 semaines pour suivre une formation. Et mon employeur ne peut pas financer de son côté entreprise familiale de 5 employés. C'est vrai qu'il y a des personnes sourdes ou malentendantes qui peuvent être exclues à l'école, etc. Parce que parler langue des signes, c'est compliqué quand on ne l'apprend pas. Oui, mais puis quand on fait le choix, par exemple, d'avoir une génération qui va être formée sur les premiers secours, par exemple, on pourrait tout à fait décider qu'il y ait une génération qui soit formée à la langue des signes, par exemple. Enfin, ce sont des choix et on peut tout à fait le faire. Et on voit toute la richesse qu'il y a pour avoir fait une formation, une initiation. Là-dedans, c'est assez extraordinaire de comment on essaie de communiquer, comment on va utiliser. Bonjour, c'est comme ça. On a le bonjour et le merci qui est comme ça, mais on a le bon appétit, par exemple, comme ça. Il y a beaucoup de choses que l'on peut utiliser et qui est intéressant. Enfin, moi, je vois dans mon groupe politique, on utilise quand on est d'accord plutôt que de faire du bruit. On peut signifier les choses comme ça. Par exemple, dans l'hémicycle, ce serait très bien. Nuit debout aussi. On pourrait, voilà, et on peut utiliser ça. Et on voit, pour revenir sur les Jeux paralympiques, quand on est allé voir le Cécifoot, c'était quand même un moment assez extraordinaire. Quand on est arrivé à faire une hola silencieuse. Ça a été inventé pendant les Jeux. C'est ça. Mais c'était un moment absolument magique, parce que quand on se retrouve dans un stade avec tout l'engouement et l'envie que l'on a de faire du bruit, de soutenir, et quand on sait qu'il ne faut pas faire ce bruit-là, et qu'on est invité à faire ça, et la poésie qu'il y avait dans ce moment-là, et de pouvoir partager ça tout en respectant. Et en fait, quand on s'appuie sur les besoins des personnes là les plus vulnérables, on peut arriver à faire quelque chose où on prend son plaisir et on n'est pas limité dans l'enthousiasme, et on peut trouver quelque chose. Et je crois que ça, on peut le faire. Et on a été champion olympique surtout. Et on a été champion. J'y étais, c'était extraordinaire. En plus, c'était trop bien. Moi, j'adore. Je suis allé voir les épreuves tous les jours. J'ai fait une épreuve chaque jour. J'ai fait les 2 cérémonies. J'étais un homme heureux. Et il y a une question sur vous, sans transition. Et ce sera la dernière parce sur qu'après, la fin de vie, puisque c'est le texte qui va revenir. Yael Braun-Pivet annonçait que ça reviendrait. Genre, je crois qu'il y a eu un petit décalage, mais ce sera janvier ou février. Erol qui vous demande bonjour. Vous êtes pour la loi fin de vie comme personne handicapée tétraplégique lourd. J'ai peur des dérives que cela pourrait engendrer une telle loi dans une société productiviste où les personnes comme moi sont parfois perçues comme inutiles ou coûteuses. Je pense au Canada où les garde-fous initiaux ont été levés, rendant l'aide à mourir accessible à des personnes vulnérables. Quel garde-fou pourrait être adopté en France pour garantir que cette loi reste éthique? C'est une grande question, et moi j'ai été interpellé de manière très très virulente par les associations antivalidistes sur cette question, avec finalement on nous préfère mort. Et pour moi, c'était la grande question et toute ma ligne de crête, qui est très difficile quand on s'attaque à ce texte, déjà de savoir jusqu'où on va. Mais ma grande question était justement une question de handicap, ou le fait de ne pas avoir une société qui est adaptée, dans une société de la performance, c'est ce que je le disais, qu'on ne se retrouve pas avec celui qui ne rentre pas là-dedans, se retrouve à devoir choisir de mourir. Et donc la grande question était comment, quand il y a une maladie sur laquelle on ne peut plus rien faire, avec des douleurs sur lesquelles aucun traitement ne peut le faire, mais en fait quand on regarde, il y a des cancers de la gorge, il y a certaines maladies, en fait il y a très peu de cas dans lesquels on peut le faire. Aujourd'hui la question est de permettre à ces personnes-là de pouvoir y avoir accès plutôt que d'avoir des douleurs, mais la grande question est de ne pas permettre, surtout quand on est dans un système de soins que l'on voit qui aujourd'hui est revu quand même à la baisse, que finalement ce soit la voie de sortie. Ce qui avait été... alors, tout a été arrêté avec la dissolution, mais ce qui avait été produit jusqu'alors vous convenait? Est-ce que les termes du texte et les limites qui avaient été posées vous convenaient? On n'était pas au bout, parce qu'il y avait la question des directives anticipées, par exemple. Bien sûr. Et là, c'est un enjeu essentiel de est-ce que si je me projette avec une maladie grave, moi, quand je suis en pleine possession de mes moyens, en fait, est-ce que je peux m'imaginer quelle décision je voudrais prendre? Et quand j'y suis,
Comment je peux changer? Et donc, il y a une grande question. Et si vous avez la maladie d'Alzheimer, par exemple, est-ce que, si vous l'avez décidé avant, est-ce qu'on peut permettre de le faire avec quelqu'un qui ne se rappelle pas de l'avoir fait? C'est un grand sujet. Et on voit qu'il y a plein de questions comme ça. Et c'est pour ça que c'est très compliqué et très complexe de s'embarquer sur ce Donc, vous attendez quoi? Des discussions là, qui vont revenir en 2025? Ça va être un débat. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était passionnant de rentrer là-dedans et de trouver cette ligne qui est très compliquée. Et puis, avec l'inquiétude, à chaque fois que l'on prend une décision, de ce que ça peut engendrer comme conséquence derrière. Des débats passionnants. En perspective. Merci infiniment, Monsieur Pétavy. Merci d'avoir participé à ce stream. On vous laisse quitter le studio et puis saluer votre prochain collègue. Merci infiniment, Monsieur Pétavy. À bientôt. Et on accueille tout de suite Fabien Di Filippo. C'est dommage, on n'a pas parlé rugby fauteuil. Un peu, à peine. Ah voilà, on vous installe un petit siège quand même, c'est plus sympa. Si vous restez debout. Vous mettez en squat. Sinon, en squat, Monsieur le député, c'est vous qui vous allez bien? Je crois que c'est moi qui tiendrai le plus longtemps. Bienvenue. Pas sûr. Ok, c'est vrai que vous êtes sportif. Apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Fabien Di Filippo, bonjour. Merci de participer à ce stream donc sur Twitch. Legistream, donc c'est le Twitch de la chaîne parlementaire. Vous connaissez un peu le principe, tout ça, Twitch Oui. Ouais, j'ai suivi la discussion juste avant. Super, très bien. Un homme de goût. Évidemment, bien sûr. Je vous présente rapidement. Vous êtes député droite républicaine de la 4e circonscription de Moselle, membre de la commission des affaires sociales. On va y revenir, évidemment. Mais juste avant, là, vous venez de croiser Monsieur Pétavy, et je voudrais qu'on se remémore ensemble un moment que moi j'ai suivi en direct, notamment pour la chaîne parlementaire. Il me semble que vous étiez aussi dans l'hémicycle au moment de l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale. Vous étiez évidemment présent. Tout le monde doit voter physiquement en mettant son enveloppe dans l'urne par ordre alphabétique. À la tribune. À la tribune, bien sûr. Et parce qu'à la tribune, M. Pétavy n'a pas pu aller mettre lui-même son enveloppe. Alors, au premier tour, c'est un huissier qui s'en est chargé. Et puis, au deuxième et troisième tour, on a descendu l'urne. Non, au deuxième, c'était à la tribune aussi. Il me semble que c'est à partir du deuxième qu'on a changé, mais peu importe. L'idée, c'est de vous remémorer ce moment-là. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que ça vous a marqué? Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que... Pas du tout. Maintenant que vous m'en parlez, je me le remémore, effectivement. Maintenant, ça fait partie, effectivement, des choses, vous savez, sur lesquelles on apprend au fur et à mesure que les choses et que les événements avancent. Il y a un député en fauteuil dans l'hémicycle. Ça nécessite des adaptations. Il en a parlé juste avant par rapport à sa position dans l'hémicycle, par rapport à nos manières de fonctionner. Quand il vient sur votre plateau, vous êtes obligé de procéder à certaines adaptations et puis de les défaire quand c'est moi qui arrive. Je crois que on peut procéder en bonne intelligence. Ce qu'il faut, c'est que, au final, bien l'habitude aidant, tout ça devient naturel. Et justement, si j'étais choqué, ça voudrait dire quelque part qu'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on a des huissiers qui essayent de faire les choses du mieux possible. On travaille dans des très bonnes conditions, quelle que soit notre situation physique ou personnelle. Et donc voilà, je pense que maintenant, c'est un symbole aussi d'avoir une personne en fauteuil dans l'hémicycle. Vous l'avez dit, d'avoir une personne non-voyante dans l'hémicycle, c'est encore aussi quelque chose d'autrement plus compliqué, parce que quand tu fais ces prises de parole, il faut jongler avec les machines, avec le braille, avec tout ça. Voilà, moi, c'est un enrichissement personnel pour nous tous, mais au final, je ne les considère pas différemment d'autres députés. Ce sont des gens qui ne partagent pas mes convictions. En plus, oui. Si vous nous mettez sur le même plateau en même temps, on aura des débats extrêmement difficiles, peut-être un petit peu violents. Je ne les ménagerai pas sous ce prétexte-là. Voilà, ce sont des gens qui ont gagné leur droit d'être là par l'élection. Ils sont aussi légitimes que nous. Et donc, ce qui compte finalement, voilà, c'est le débat. Un député est un député. Est-ce qu'on en fait... Est-ce qu'on en fait assez? On évoquait notamment avec M. Pétavy des duo days, donc ces fameux jours où justement on met en visibilité le handicap, les personnes en situation de handicap. Est-ce que vous, par exemple, dans votre circonscription, vous faites des choses en ce sens? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne formule ou pas spécialement? D'ailleurs, M. Pétavy lui-même nous disait que c'était plus du folklore qu'autre chose. Pour le coup, quand vous choisissez une journée précise dans le calendrier, effectivement, ça
ça pourrait être ici une journée de débat, une journée où vous devez faire quelque chose en circonscription qui ne s'y prête pas particulièrement. Moi, je sais qu'avec mon équipe, dans les prochaines semaines, on va accueillir un jeune stagiaire qui est non-voyant, pour le coup, en stage d'observation de 3e, donc un très jeune homme, mais qui a le goût de la politique, qui s'y intéresse avec une maturité, je dois dire, pour l'avoir rencontré, mes équipes l'ont rencontré, assez incroyable. Donc voilà, et bien sûr, le fonctionnement de ma permanence, le fonctionnement de mon équipe, au départ, n'est pas du tout adapté à ça. Alors, c'est une belle expérience pour nous tous et on va essayer de faire du mieux possible. Je ne vous dis pas que tout est prêt, je ne vous dis pas que tout sera parfait. Mais voilà, vous pensez pas qu'il faudrait adapter en amont avant d'attendre, enfin, et pas attendre justement d'avoir un stagiaire ou un salarié, peu importe le monde dans lequel on est, que ce soit le privé ou le public, et qu'il faudrait adapter dès maintenant et pas attendre d'être confronté au problème, entre guillemets, de « Ah tiens, nos structures ne sont pas faites pour une personne non-voyante, une personne en fauteuil ». J'aimerais bien. Mais est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que je savais il y a encore 2 mois qu'un jeune non-voyant viendrait se proposer pour faire un stage, chez nous? Aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais ce que je le dis encore une fois, ce qui est important, c'est qu'on soit ouvert sur ces choses-là, qu'on comprenne que c'est enrichissant pour tout le monde, qu'on a énormément à apprendre de lui, qu'il va faire un très bon travail et qu'on s'adapte tous. Le reste, je crois que quand il y a de la bonne volonté, vous savez, déjà, on arrive à surmonter 99,9% des obstacles. Le reste, après, la technologie change. Je sais qu'il parlait tout à l'heure, mon collègue parlait des chambres d'hôtel. Dans quelques années, voilà. Et alors, il aura la fierté d'avoir sans doute mené une partie de ces combats-là, la question des fauteuils roulants, la question de la place de chacun, le fait de pouvoir faire des études, de trouver un travail dans tous les domaines. Et ces choses-là, elles évolueront. Et je viens de regarder les chiffres, là, et on est à 12% de taux de chômage pour les personnes en situation de handicap. Ouais. Et en 2023, les embauches de personnes en situation de handicap ont diminué de 6% en un an. À droite, notamment à la droite républicaine, vous parlez beaucoup d'assistanat. Les chômeurs sont des assistés. Et je sais que dans mon chat, il y en a certains qui sont au chômage en situation de handicap et qui se sentent blessés par les propos d'assistanat, qui disent « mais on aimerait bien bosser, mais on ne nous recrute pas ». Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui aimeraient bosser, mais en raison notamment de leur handicap, ils ne trouvent pas d'emploi? Je n'ai pas ma langue dans la poche sur le sujet. Des personnes dont l'usine est fermée. Là encore, je ne veux pas spécifiquement stigmatiser des gens qui sont au chômage. Pour moi, vous voyez, je les envisage. Je suis républicain. Ça veut dire quoi, républicain? La République est une et indivisible. Un citoyen français est un citoyen français. Est-ce qu'il y a moins d'opportunités professionnelles pour quelqu'un qui est en situation de handicap? Sans doute. Et dans ce cas, il y a des fonds qui existent pour adapter les postes de travail, pour un certain nombre de choses. Il y a tellement de handicaps différents aussi aujourd'hui, il faut aussi prendre ça en compte. Maintenant, quand on parle d'assistanat, honnêtement, c'est parce que dans notre permanence, on rencontre des gens, et je ne parle pas des personnes handicapées spécifiquement. Et je ne dis pas que ça n'existe pas chez les personnes handicapées. Ça existe comme dans l'ensemble de la population. Des personnes qui, parce qu'à un moment donné, elles ont des allocations chômage d'un certain niveau ou un mode de vie basé sur des minima sociaux qui font qu'elles n'éprouvent ni le besoin, ni l'envie, ni la nécessité de reprendre un travail. Donc, bien sûr, on peut parler des difficultés des personnes handicapées à trouver un emploi, mais ça ne sera jamais le prétexte pour nous culpabiliser sur le discours qui concerne l'assistanat. Oui, mais vous comprenez que ça les touche. Ça les touche comme ça pourrait toucher n'importe qui. Vous voyez, des personnes dont l'usine ferme, on a des exemples, ils sont abordés dans les hémicycles chaque semaine. Ils ont fait 35 ans, où ils ont tout donné, en n'étant jamais en arrêt maladie, pour leur entreprise. Et on leur dit que la production n'est plus rentable, qu'elle va être délocalisée, que l'usine ferme. 35 ans, ça veut dire qu'ils ont à peu près 55 ans. Bien entendu, des personnes-là, elles ne sont pas les premières concernées par le discours que l'on peut tenir. Mais ce que je dis, c'est que dans la population qui vit des minima sociaux, eh bien, il y en a une partie, et encore une fois, je vous dis, on rencontre des exemples dans nos territoires chaque semaine qui pourrait reprendre une activité et qui ne le fait pas. C'est de ces personnes-là qu'on parle. Le reste, vous voyez, la philosophie des filets de sécurité sociaux, c'est de dire tout le monde peut avoir un coup dur dans la vie, à tout moment. Une séparation, une maladie, une entreprise qui ferme. Et donc, ils sont là pour être temporaires. Notre problématique, elle ne vient pas des personnes qui utilisent ces filets sociaux de manière temporaire. Elle vient de ceux qui les utilisent d'une manière permanente. Voilà. Donc, ça représente combien à peu près? Mais ça... c'est impossible à dire. C'est impossible à dire. C'est peut-être le problème. Mais c'est peut-être le problème. Parce que faire des généralités de quelque chose qui est inquantifiable, c'est compliqué. Mais de la même manière que faire des généralités en disant tout le monde a envie de travailler, personne ne trouve de travail, ce serait tout aussi faux. La question, mais du coup, si on ne se base pas sur des chiffres, c'est sur le ressenti. Non, ce n'est pas une question de ressenti. C'est des cas très concrets où
Et le Premier ministre en a parlé encore, le gouvernement en a parlé aujourd'hui aux questions au gouvernement. Comment vous expliquez que certaines situations de cumul des aides sociales soient supérieures à un revenu issu du travail? Nous, ce qu'on souhaite faire, si vous me demandez très concrètement, c'est qu'aucune situation ne permette de vivre de l'aide sociale plus confortablement qu'en ayant un travail. Voilà. Et l'Assemblée qui aime produire des rapports, est-ce que faire un rapport pour quantifier le nombre d'individus qui sont dans ce cas-là? Parce que si c'est comme par exemple, pour l'AME, qu'on nous parle du décollement d'oreille qui concerne 5 personnes pour environ 20 000 euros, et en faire une généralité, vous comprenez qu'aussi, voilà, faut avoir des chiffres quantifiés aussi. Mais le but, c'est que tout Français, à un moment donné, puisse retrouver un travail. Donc, le chiffre en lui-même, voilà. Et certains sont volontairement en dehors de l'emploi, d'autres le sont accidentellement. Mais le but, c'est que tous, à un moment donné, et il y a des leviers qui sont très différents à actionner pour leur permettre d'y retourner. Et sur l'AME, parce que je vois que vous aimez les cas anecdotiques, bien sûr que ça choque. C'est pas le seul, à droite, vous aimez bien aussi. On aime ça. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça, on aimerait que ça n'existe pas. Quand vous parlez à nos concitoyens qui aujourd'hui, regardez, suivent, je prends un exemple, volontairement aussi choquant que celui que vous pouvez employer, suivent une chimiothérapie. Dans certains cas, eh bien, vous avez des problèmes de dentition derrière. Vous n'arrivez pas à le faire prendre en charge. C'est très difficile de se soigner derrière, en tout cas pas à 100%, pas complètement. Comment ces gens-là peuvent comprendre que des personnes en situation illégale dans notre pays, elles accèdent à un niveau de soins qu'elles n'ont pas? Bien sûr, je sais ce que ça représente et que ça se chiffre uniquement en dizaines de milliers d'euros et non pas en millions. La question des gastroplasties, la question des oreilles décollées, la question n'est pas seulement celle-là. Elle est qu'aujourd'hui, si c'est si anecdotique, et si le principe, on peut être ou pas d'accord là-dessus, est illégitime, pourquoi ça figure dans le panier de soins pris en charge pour les personnes en situation clandestine? C'est ça la vraie question. Si demain on le sort, alors dans ce cas, je retourne l'argument. Si demain on le sort, ça ne gênera pas grand monde. Je reviens un tout petit peu en arrière sur la question justement de l'assistanat et du travail. Vous disiez qu'aujourd'hui, ne pas travailler peut rapporter plus que travailler. En fait, le problème, c'est pas tellement... Enfin, on peut se dire que c'est pas tellement du côté des minima sociaux, c'est peut-être aussi du côté des salaires, ce qu'il faudrait augmenter, notamment le SMIC. Non. En fait, pourquoi bien non? sûr. Regardez ce qui s'est passé quand on est passé aux 35 heures. Je pars de là volontairement. Pendant 10 ans, beaucoup des personnes ont eu un salaire qui ont été gelés. Le salaire, ce n'est pas quelque chose d'artificiel. J'aimerais bien que tout le monde soit plus payé. Alors pourquoi on ne paye pas tout le monde 5 000 euros par mois dans notre pays? Lançons tout simplement. On lance l'idée, c'est très bien, c'est une très bonne idée, monsieur Di Filippo. Vous ne pouvez pas, dans la période longue, oui, mais les prix augmenteraient encore davantage. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas, dans une période longue, avoir un niveau de salaire qui soit complètement décorrélé de la productivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenez l'exemple du SMIC. Il y a des personnes qui sont SMIC, il est à un niveau fixé artificiellement avec des revalorisations fixées par la loi. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont une productivité moindre que le salaire qui touche au SMIC, qui pourtant touche le SMIC. Et donc derrière, avec en plus les systèmes d'allègement de charges qui font que quand tu passes 100 euros au-dessus du SMIC, pour l'employeur, en fait, ça coûte 430 et quelques euros de plus, parce que tu sors des grosses exonérations de charges, eh bien, ça veut dire que vous avez des personnes qui ont une productivité supérieure au SMIC, qui pourraient accéder à des statuts supérieurs, mais qu'on bloque volontairement vers le SMIC. Donc en fait, la réflexion qu'on doit avoir, c'est pourquoi depuis la sortie du Covid, collectivement, notre productivité a baissé de 8 points. Si la productivité des travailleurs français augmente, alors les salaires augmenteront. Et pourtant, c'est les dividendes qui augmentent. Ça, c'est parce que les dividendes ne dépendent pas que de la productivité des salariés. Ils dépendent de beaucoup d'autres paramètres, de la situation des marchés des entreprises concernées. Voilà. Vous voyez, une entreprise comme Total, elle verse des dividendes, mais pas seulement sur son activité en France. Elle a des activités dans le monde entier. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux à gauche qui disent que les vrais assistés, ce sont les rentiers, ceux qui touchent des dividendes, etc., etc. Parce qu'en soi, ils ne travaillent pas, ils touchent de l'argent quand même. Ils ont payé, ils ont acheté, je suis d'accord, ils ont acheté pour toucher ces dividendes-là, mais en soi, c'est pas productif. Pas comme aller à l'usine. Et beaucoup de réactions dans le chat, d'ailleurs, sur ça, sur les dividendes, sur la productivité. Aujourd'hui, on est sur un média public, on est bien d'accord, financé sur fonds publics. De l'Assemblée nationale. Voilà, de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que cet argent, et tout l'argent public, l'argent de mes indemnités, l'argent provient des impôts. D'où viennent ces impôts? De la création de richesse. Pour créer de la richesse, il faut du travail et il faut du capital. Certes, les personnes qui amènent du capital
l'amène parce que ce capital est rémunéré. Vous voyez, on ne peut pas balayer d'un revers de main tous les fondements de notre économie et dire le capital est improductif. C'est un débat à gauche. Non, mais ils veulent revenir plus oui, mais c'est un débat. Alors, ça veut dire quoi ? Alors attendez, ça nous amène à quoi ? Ça nous amène à dire on nationalise tout. Tout le capital est propriété publique. Certains pays ont essayé, Cuba, l'Union soviétique. Oui, je ne crois pas que ce soit des modèles où toute la population soit sortie de la pauvreté. Cuba se tapait aussi un embargo des États-Unis qui n'aidait pas non plus, il faut être honnête. Vous savez, il n'y a aucun pays, alors j'aurais pu dire le Venezuela, j'aurais pu en citer plein d'autres, aussi. Aucun pays qui a adopté ces modèles communistes où l'économie est 100% publique, celle du kolkhoz, où tout le monde est fonctionnaire, soit sorti de la pauvreté. Ça ne marche pas. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, mais si j'étais caricatural, on est dans un système capitaliste, on a des gens en France qui sont de plus en plus pauvres. Oui, on le voit avec les chiffres. Non, mais encore une fois, il y a des gens, c'est vrai. Je dis pas, mais c'est un débat économique qui peut avoir. On a des gens qui sont encore plus pauvres et des patrons qui sont de plus en plus riches. Vous voyez, qu'il y ait des personnes qui sont en difficulté, bien entendu, ça existe toujours, ça existera toujours. On ne peut pas dire qu'on est plus pauvre, on ne vit pas plus mal aujourd'hui. Le problème, c'est que la société d'aujourd'hui génère des besoins plus chers, plus coûteux que ce qu'on... Voilà, mais je veux dire, même dans les milieux populaires aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, j'ai été jeune... je sais dans quelles conditions j'ai grandi, ce qu'on avait à notre disposition. Je vois les jeunes d'aujourd'hui, y compris et surtout dans les milieux populaires, ce qu'ils ont à leur disposition. Ne disons pas qu'aujourd'hui en France, tout le monde est dans la misère. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, je dis que le niveau de vie a baissé. Mais le niveau de vie, non, justement, le niveau de vie baisse pas. Et vous ne pouvez pas dire qu'on vit dans un pays, dans une économie ultralibérale, quand on a une dépense publique qui représente bien plus que la moitié de notre richesse nationale. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des systèmes sociaux. Excusez-moi, sur les grands principes économiques et tout ce que vous dites, on a envie effectivement de vous croire et de vous suivre, ça semble logique. Néanmoins, il y a de plus en plus, et vous ne pouvez pas le nier, de gens qui n'arrivent pas à remplir leur caddie, qui vont faire la queue au Secours populaire, au Resto du Cœur. Les étudiants aussi, notamment, qui ont, je ne peux même pas donner de somme parce que je ne sais pas combien ça représente, mais qui ont quelques dizaines, peut-être centaines d'euros pour vivre par mois, pour se nourrir, payer leur logement, leurs études. On ne peut pas dire que... Alors ça existait de tout temps, certes. Oui. J'ai été étudiant boursier du plus haut échelon. Je sais comment on vit avec 400 euros par mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais entre-temps, il y a eu l'inflation et le niveau de vie est encore plus cher. Exactement. Oui, mais aujourd'hui, vous croyez qu'à mon époque, on avait des repas à 1 euro ? Vous croyez que moi, j'ai bénéficié un jour d'un repas à 1 euro ? Oui, mais c'est plutôt une bonne chose. Vous avez voté contre à l'Assemblée nationale. Mais ce que je dis, c'est que, vous voyez, le problème, c'est que l'étudiant d'aujourd'hui, ce que je n'avais pas à mon époque, il a besoin d'avoir un iPhone à 1 300 euros. Pas forcément. Non, mais... Vous voyez, regardez. Je suis pas sûre que tous les étudiants de France aient aujourd'hui un iPhone à 1 700 euros. Mais statistiquement, la plupart ont un iPhone. Ou alors un téléphone d'une autre marque à peu près équivalente. C'est pas un peu démago, ça ? C'est les besoins qui ont changé. Ça, c'est ce que vous lisez sur le chat. Je le vois en même temps. Oui, et sinon, il y a des téléphones moins chers aussi. Vous voyez, bien sûr. Des trucs de reconditionnement. Mais vous voyez, on ne va pas tomber dans le misérabilisme et de dire que dans notre pays, tout le monde est pauvre, qu'on traite mal les étudiants, qu'on paye mal les salariés. Oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la question qu'on se pose ici, quand on est à l'Assemblée nationale ? Comment redresser notre pays ? Vous me dites, c'est un pays ultralibéral. Et le budget de l'État, c'est 500 milliards d'euros. Le budget de la sécurité sociale, donc toutes nos dépenses sociales, confondues, toutes les branches, c'est 850 milliards d'euros. Bien plus que le budget de l'État. Je veux dire, quand quelqu'un est malade, voilà, y compris les étudiants... mais quand il y a un mal-être professionnel, en plus, il y a des études qui le montrent, que le nombre de burn-out augmente, de dépression augmente, etc. Vous comprenez aussi... Moi, par exemple, je prends un exemple, je suis diabétique. Quand j'entends qu'on veut revenir sur l'ALD, j'ai calculé combien mon diabète a coûté depuis 20 ans. J'aurais été incapable, ni même mes parents, de payer ce que ça m'a coûté, ce que ça coûte. Je suis à plus de 200 000 euros en 20 ans. Donc moi, si j'entends des gens qui veulent revenir sur l'ALD, mais je dis, les gens vont ne plus pouvoir se soigner comme aux États-Unis. Ils vont devoir... Aux États-Unis, on rappelle qu'il y en a, ils vendent leur sang pour pouvoir payer leurs médicaments. Oui. Donc j'ai pas envie de ça, à titre personnel. Et ici, on a la chance d'avoir un modèle de don du sang gratuit, bénévole, etc. Quand on dit revenir sur les ALD, attention, ne faites pas croire que c'est toutes les ALD, etc., sans condition, ce n'est pas vrai. Vous voterez contre la proposition de Sébastien Petavi sur les fauteuils roulants remboursés ? Contre ? Non. Je crois c'est une question.
il a eu un soutien sur cette question-là, quasiment unanime de tout le monde. Hein. Moi, je me souviens, déjà dans le mandat précédent, on en a parlé. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Je vous ai dit, le but pour moi, bien sûr, il faut donner... vous voyez, la différence de vision des choses qu'on peut avoir, c'est que moi, je souhaite qu'on donne les mêmes chances de réussir à chacun. Ce qui n'est pas le cas en France. En tout cas, il faut y travailler. C'est mieux que dans beaucoup d'autres pays. C'est mieux que dans beaucoup d'autres pays. Sinon, je ne serais sans doute pas devant vous aujourd'hui. Mais je ne souhaite pas, une fois qu'on a donné les chances de réussir à chacun, qu'après coup, s'ils ne réussissent pas, on lui dise « Eh bien, tu dois quand même avoir la même chose que les autres ». Ça ne marche pas. Alors, vous êtes membre de la Commission des affaires sociales, on le rappelait en introduction, qui a voté aujourd'hui même l'abrogation de la réforme des retraites. Vous avez voté quoi, vous ? Sur quel texte ? Sur l'abrogation de la réforme des retraites, là, aujourd'hui ? Vous aviez voté. J'ai voté contre, bien sûr. J'ai voté contre. J'ai entendu votre nom, j'ai dit « Ah, il sera notre invité tout à l'heure. Eh oui. » J'ai vu que vous aviez réagi. J'ai voté contre, pourquoi ? Parce qu'il y a deux mensonges dans tout. Enfin, il y a et contre 90% des Français qui pensent qu'aujourd'hui, cette réforme des retraites, elle est... Je vous redis ce que j'ai dit à M. Bernalicis. Si on devait voter tout ce que les Français majoritairement souhaitent aujourd'hui, alors il serait obligé, avec ses amis de la France insoumise, de voter pour une immigration zéro, sans doute, et il serait obligé de voter pour le rétablissement de la peine de mort. Donc le fait que, bien sûr, si vous demandez aux Français majoritairement s'ils préfèrent partir en retraite à 60 ans ou à 64 ans, ok. Mais ce que j'aimerais expliquer, c'est que la question de l'âge de départ en retraite n'est même plus le sujet. Parce que quand on regarde l'évolution démographique dans notre pays, le système par répartition est condamné. Quand le général de Gaulle le crée, il y a 4 enfants par foyer. Aujourd'hui, on est en train de tomber en dessous des 1,8, bientôt 1,6, bientôt 1,4 enfants par femme. Donc faire croire aux gens que ce soit 60 ou 64 ans, ils auront une bonne retraite, qu'il n'y aura même plus un actif et demi pour payer une retraite. Alors soit, et c'est là que je mets en cause ce texte de la France insoumise, et là-dessus ils peuvent se donner la main avec le Rassemblement national parce qu'ils portent la même hypocrisie. Ça veut dire quoi ? On va avoir des cotisations retraite qui seront 3 fois plus élevées que ce qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, vos salaires nets, ils ne sont pas prêts d'atteindre les 5 000 € dont on parlait tout à l'heure. Hein. Donc, il faut dire la vérité aux gens. Le système de demain, c'est un système où la répartition ne sera plus que le petit socle de base. Alors, je souhaite que la natalité reparte. Ça me vaut beaucoup de critiques des députés de la gauche qui pensent que j'instrumentalise le corps des femmes. Mais dans mon monde, entre guillemets, il faut être 2 pour faire un enfant et si possible 2 pour s'en occuper. Et si la natalité ne repart pas, eh bien, on aura un petit socle de base, le système par répartition, dans le meilleur des cas, 600, 800 €, et derrière, il faudra que les gens aient capitalisé. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il faudra que chacun, et c'est que dire la vérité aux gens, il faudra que chacun, chaque mois, comme ça existe en ce moment actuellement avec les systèmes depuis bien longtemps, de plan épargne retraite, mette un peu de côté, et pour sa dépendance, et pour sa retraite. Mais pardon, excuse-moi, on vient de parler de salaire bas il y a quelques instants. Comment on peut imaginer capitaliser quand on a le SMIC ? Surtout à Paris. Je mets au défi, Surtout à Paris, merci. Je mets au défi ici, quiconque, de m'expliquer comment on peut assurer une bonne retraite à tout le monde dans le système par répartition dans 20 ans. Vraiment. Si j'étais de gauche, je vous dirais tax the rich. C'est vous qui voyez. Bah voilà. Mais il y a de l'argent. Vous nous dites, il faut trouver l'argent. Je vais chercher l'argent. Voilà, vous avez une réponse. Et donc, on revient sur des mécanismes économiques de base. On taxe les riches. On aura moins d'emplois. Si on prend 1 milliard à Bernard Arnault, il en aura toujours 170 milliards. Mais aucun pays ne fonctionne comme ça. Est-ce que vous connaissez un pays qui, proportionnellement, consacre une part plus importante que nous à son système de retraite public de base ? Non. Non. Je vous disais tout à l'heure, 850 milliards de dépenses sociales. On n'est pas loin maintenant, bientôt, on va atteindre les 400 milliards rien que pour le système de retraite. On est un peu en dessous, certes. Oui, on est en dessous. On est encore quelques dizaines de milliards en dessous. Ouais. Mais on y arrive. Attention, la population vieillit, les pensions augmentent. Non, c'est juste pour rebondir sur la réflexion de Fanny, qui est assez juste. Comment on fait pour capitaliser quand on a déjà du mal à vivre jusqu'au bout du mois ? Il faudra que chacun, 10, 20, 30 €, il soit capable de les mettre de côté. Une baisse de cotisation patronale. Mais nous, notre vision, c'est de permettre aux gens de travailler plus. Pour gagner plus. Monsieur Di Filippo. Vous l'imitez très bien. Mais d'avoir justement moins de dépenses sociales pour avoir moins de charges sur les salaires et que la personne qui travaille, justement, gagne mieux sa vie. Je suis dans une forme d'équilibre radicalement différente. Donc, bien sûr, c'est très tranché par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Mais au moins, j'ai l'impression de ne pas prendre les gens pour des idiots quand je leur dis ça. Parce que la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas le fond de la piscine.
c'est le début d'une pente qui commence à s'accélérer, en tout cas du point de vue démographique. Et pour parler un peu plus social, là, il y a ce week-end, je crois, le retour de la Manif pour tous, qui a changé de nom, qui s'appelle le Syndicat de la famille, qui manifeste contre la mise en application de l'EVARS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ouais. On sait que LR a été composé longtemps de membres qui ont soutenu la Manif pour tous. Le retour de ces manifs-là, de la Manif pour tous, qu'est-ce que vous en pensez ? Sur les questions sociétales, on a tous une sensibilité. Comme vous êtes à la commission des affaires sociales, c'est pour ça. Enfin là, c'est même au-delà de ça, vous voyez, c'est parce que ça serait plutôt la commission éducation-culture sur l'enseignement sur ce qu'on appelle l'éducation sexuelle, l'éducation affective. Nous, ces points-là étaient abordés au travers du cours de biologie. Et on nous expliquait techniquement comment on se reproduisait. Ensuite sont venus s'ajouter beaucoup de choses là-dessus et on mélange énormément de choses. Vous voyez, il y avait la question des discriminations, la question des différences, etc. Voilà la question. Maintenant, pour moi, la question du respect de l'autre, la question du respect de son corps, la question, effectivement, de savoir dire non, ces choses-là, ok. Mais je pense qu'il y aura toujours la suspicion d'une approche idéologique dans ce type d'enseignement, une fois qu'on sort des aspects purement techniques et scientifiques, qui fait que ça laissera la place à la critique. Est-ce que les enseignants sont pleinement armés pour ça? Quel sera le contenu des programmes? On voit bien, et là aussi, on a des exemples ici et là qui montrent que toutes ces choses-là, ça reste fort discutable. Et à côté de ça, eh bien, petit à petit, le socle des savoirs communs cède de la place à des enseignements. Après, apprendre à des enfants le consentement si on apprend moins à calculer 4 plus 4, ça va quand même. Est-ce que vous pensez à quel moment, je veux dire, où vous placez la frontière entre ce qu'on est censé apprendre à l'école et ce qu'on doit aussi, à un moment donné, expliquer à nos enfants dans un cadre familial? Oui, mais le problème, c'est que les parents sont défaillants. Si on n'avait pas des parents défaillants sur ces sujets-là, on est à combien d'agressions sexuelles dans le cadre familial? On est, je crois, à un enfant sur 10 ou un truc comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une défaillance pour des raisons culturelles aussi, religieuses? La question uniquement du consentement, c'est pas celle qui pose problème, je crois, dans les programmes que vous évoquiez. Dans ces manifestations-là, c'est pas la question du consentement qui sera remise en question, vous le savez bien. C'est la question des changements de genre, des choses comme ça, du relativisme. Fanny, je reviens juste un tout petit peu en arrière sur les retraites. Je voudrais souligner un petit paradoxe quand même, je trouve. Vous défendez donc la réforme des retraites telle qu'elle a été votée. En tout cas, vous n'êtes pas contre l'abrogation, certes, mais vous n'êtes pas contre l'abrogation. Et en même temps, les Républicains, vous défendez aussi l'idée de travailler, de transformer un jour férié pour travailler pour les retraités. Donc, c'est pas quelque chose qui fait partie. C'est pas quelque chose qui fait partie de notre programme et c'est pas quelque chose sur lequel aujourd'hui j'ai entendu un membre de gouvernement appartenant à notre famille politique prendre clairement position. Donc moi aujourd'hui, sur cette question-là, je ne vais pas vous dire que ça fait partie de nos options. Ça n'a jamais été abordé entre nous. Ce n'est pas des choses donc qui... Donc ce n'est pas une bonne idée selon vous? Mais je pense que, vous voyez, avant d'en arriver là, moi je viens du département de la Moselle. Oui. On a 2 jours en plus fériés que vous tous. C'est-à-dire le vendredi saint avant Pâques et puis la Saint-Étienne, le lendemain de Noël. Allez l'OL. Et pourtant, eh bien, ça fait partie des départements qui, économiquement, ne sont pas ceux qui se portent le plus mal dans le pays. Donc, à quoi ça tient alors? Et la suppression du concordat aussi, rapidement. Ouais, alors... Là-dessus, vous pensez bien que vous me trouverez toujours en travers de votre chemin. Oui, voilà, c'est un peu compliqué. Là, c'est quelque chose dans lequel on a grandi. Et je vais vous dire, parce que la question du concordat, c'est aussi la question de l'enseignement du fait religieux à l'école. Hein? Ouais, bah oui, nous, on a des cours de... Voilà. Eh bien, et vous avez un régime de retraite spécial aussi de mémoire. Un régime de sécurité sociale. On cotise un peu plus. Pour financer, justement. On est un peu mieux remboursé. Donc, on a plus de cotisations sociales que vous, on est un peu mieux remboursé. Et globalement, après, au final, le résultat est à peu près le même. Oui, non, mais alors, 2 choses. Déjà, vous dites qu'aucun membre de votre famille politique n'a défendu le jour férié remplacé, transformé. Gérard Larcher y est favorable. Exactement. Premièrement. Deuxièmement, j'ai oublié ma question puisque tu m'as court-circuité. Si, vous disiez que votre département était loin d'être l'un des pires. Voilà, l'un des pires. À quoi ça tient, justement, puisque vous avez ces 2 jours en plus? Alors... Comment vous expliquez que justement vous dire qu'on est meilleur que les autres
Maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a un tissu économique, une économie frontalière, il y a plein de paramètres. Moi, ce que je constate, pour y avoir travaillé, je travaillais un peu à Paris, j'ai travaillé chez moi, ce que je reconnais encore aux gens de chez moi, c'est une relation au travail, un sens dans l'implication de leur travail qui fait que les entreprises qui viennent s'implanter chez nous, hormis la situation géographique, on est au cœur de l'Europe, on est au cœur de beaucoup de choses, eh bien, on a encore, et j'espère que ça durera le plus longtemps possible, une éthique du travail qui, j'ai envie de dire, meilleure qu'ailleurs. Mais voilà. Contrairement à tous les autres glandus entre guillemets de France que vous avez l'air de dénoncer depuis une demi-heure. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je vais vous dire, je n'ai pas dit que les autres étaient nuls. Je suis fier d'être français. Je dis juste que chez nous, je constate une éthique du travail qui est encore à un assez bon niveau. Un tout petit mot sur les agriculteurs, notamment en Moselle. C'est pour ça que je vous interroge sur ce sujet. Vous avez suivi un petit peu là, les mouvements qui sont en train de se fédérer, notamment en Moselle, les feux de la colère sur beaucoup de ronds-points. Vous y étiez ? Oui, j'y étais, bien sûr. Et alors ? Bien sûr. Je pense que moi, ils me connaissent, ils savent ce que je dis depuis 2018. Le Mercosur, on n'a pas découvert ça la semaine dernière. Bien sûr. Vous pouvez reprendre ici même en commission mes prises de parole. Je parlais déjà des conséquences en matière de déforestation, des asymétries de concurrence, de toutes ces choses qu'on ne contrôle pas quand on Donc les clauses miroirs, vous n'y croyez pas ? Ça, pour vous, c'est... Aujourd'hui, je constate qu'elles n'existent pas. Maintenant, il y a deux questions. Aujourd'hui, elles n'existent pas, c'est la première question. La deuxième, une fois que vous donnez les quotas et que les produits arrivent, quels moyens on a pour les contrôler ? Alors l'Europe dit qu'il y aura évidemment des contrôles aux frontières et même sur place avec des agents européens pour aller contrôler ce qui se passe. Quand vous élevez des bovins, par exemple, et que vous leur donnez des antibiotiques, accélérateur. C'est ce qui s'est passé au Brésil, notamment. Voilà, oui, ok. Dans des fermes gigantesques où il y a plusieurs dizaines de milliers de bovins. Faut savoir que la traçabilité ou la décelabilité, c'est pas le bon mot, mais le fait de pouvoir le déceler dans le sang des animaux n'est pas éternel. Donc, quelques mois après, vous ne trouvez plus trace de tout ça. Malgré tout, c'est dans le corps de l'animal et ça a joué un rôle important. Donc, si les conditions, dès le départ de production, ne sont pas les mêmes, eh bien, la concurrence ne se fait pas sur un pied d'égalité. Là, on ne vous dit pas chez vous, pour autant, oui, mais ça pourrait m'ouvrir certains marchés. Vous n'avez pas des viticulteurs, vous n'avez pas des vendeurs de fromage, des fabricants, producteurs de fromage qui vous diraient... Ils sont plutôt locaux chez moi, les viticulteurs en Moselle, en tout cas. Mais qui vous diraient, voilà, ça peut aussi être intéressant pour nous d'aller de s'ouvrir à d'autres marchés, à d'autres débouchés. Oui, mais aujourd'hui, ils voient le fait que la profession agricole dans son ensemble est dans une situation tellement compliquée. Et ces secteurs très exportateurs, eux, aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils se portent bien, l'économie est dure pour tout le monde, mais ils se portent peut-être un peu moins mal que les autres. Okay. Donc, est-ce que eux, pour se porter un peu moins mal, ils sont prêts à enterrer tous les collègues ? Je ne le crois pas. Okay. Il y a une grande solidarité dans toute la profession. Parce que demain, on veut dire, vous voyez bien le nombre d'agriculteurs qui descend, et à chaque fois, eh bien, nous-mêmes, on devient plus dépendants des productions étrangères. Et après... Et vous savez bien qu'à la fin, de toute façon, la France n'aura pas la voix suffisamment haute et forte pour l'empêcher. C'est l'Allemagne qui gagne. Non, ça c'est au foot. C'est au foot, et encore, c'est plus très vrai maintenant. Je ne veux pas m'y résigner pour plusieurs raisons, parce que c'est un rapport de force, c'est clair. Il faut que les mouvements agricoles dans les autres pays qui sont favorables arrivent à sensibiliser leur pouvoir public. En France, qu'en Allemagne et en Espagne, ça ne marchera pas. En France, on est unanime sur la question. Ensuite, il y a deux autres questions. Est-ce qu'il sera signé au final contre la France ? Je ne le sais pas, peut-être. Derrière, à quoi est-ce que nous, on est prêt à prendre des mesures au niveau national sanitaire ? Prenons l'exemple de mesures sanitaires qu'on pourrait prendre pour dire des produits, des produits qui sont produits dans des conditions sanitaires différentes de la France, avec l'usage de certains produits, ne doivent pas être proposés à la consommation sur le sol français. Il pourrait y avoir un bouclier sanitaire, je ne vais pas jusqu'à dire environnemental, même si, bon, on pourrait... Ça fait partie du problème aussi, oui. Okay. Mais voilà, vous voyez, on pourrait nous-mêmes se protéger avec des mesures nationales sur un bouclier sanitaire, sur un bouclier environnemental pour essayer d'empêcher ça. Parce qu'au final, la protection du consommateur, ça reste quelque chose d'important. Ça doit être un levier, de blocage au final. Vous pourrez proposer mardi prochain, lors de la discussion justement avec l'intégralité du Parlement, du gouvernement, sur cette question du Mercosur ? Ce n'est pas moi qui m'exprimerai au nom de mon groupe sur le sujet. Ce sera qui ? Mais
Je ne sais pas au moment où on se parle, mais en tout cas, moi, c'est tout à fait des mesures que je suis prête à proposer. Et vous en parlez avec Annie Genevard, qui est LR? Exactement, bien sûr, je crois que oui. Vous lui avez dit quoi? On lui a dit que pour l'instant, on la soutient tout à fait dans sa démarche. Parce qu'elle, en fait, on est tous à un rôle différent. Elle, son rôle, c'est immédiatement avec l'exécutif à Bruxelles, d'arriver à peser sur les négociations, d'essayer de trouver des protections ou que l'accord ne se fasse pas dans ces termes-là. Elle est dans son rôle, dans sa responsabilité, et on la soutient pleinement là-dedans. Elle était avec nous depuis 6 ans, opposée au Mercosur. Elle n'a pas changé d'avis. Donc voilà. Et après, il y a notre rôle de législateur derrière, en deuxième ligne. Vous l'avez dit, ce n'est pas nous qui voterons au final l'application définitive de ce traité. On va donner un signal important à l'exécutif pour montrer que unanimement, ça, je crois qu'ils l'ont compris, tous les partis français s'opposent à cet accord. Ça aura quand même du poids au niveau européen. Et derrière, nous, c'est de préparer l'après. Eh ben, on vous a bien entendu. Merci infiniment, Monsieur Di Filippo, d'avoir participé à cet échange en direct. Merci. Je vous laisse quitter le plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. Et puis voilà, c'est ça. Merci encore. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce stream. Merci Fanny Veil, merci Hugo Couturier, Hugo Perchoir. Ils n'y arrivent pas. Hier, c'était Hugo Perchoir. Hugo, c'est la même sonorité. Hugo, merci beaucoup. Merci à vous tous, surtout d'avoir suivi ce live en direct. Abonnez-vous, follow, bien sûr, et subez aussi. Bitser. Il faut quoi? Balancer des bits. Des bits. C'est 1,5 centime à peu près. Très bien, faites ça. Ça lui fera plaisir, donc c'est le plus important. Je touche pas encore de pourcentage. Et on se retrouve évidemment mercredi prochain, même heure, même endroit. C'est ça, 16h30, en direct sur Twitch. Salut tout le monde. Et merci à la régie. Salut. Merci à tous, bien sûr.